l'association, Il faut se rendre compte qu'à chaque passe, c'est un viol. On leur dit si tu ne me rembourses pas, je vais diffuser ta photo sur les réseaux sociaux. J'ai des hommes qui travaillent pour moi, des cutistes, ils appellent ça des cutistes, donc des gens qui coupent des gorges en fait, des égorgeurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Rémi Nandan, je suis avocat et enseignant et aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière qu'on va faire puisque c'est pas véritablement une vidéo pédagogique au sens universitaire du terme qu'on va faire, mais en fait c'est une vidéo discussion, un débat que je vais avoir avec l'équipe d'action contre le proxénétisme que je suis venu rencontrer ici à Paris et qui va nous expliquer un petit peu les problématiques de la vraie vie sur la question de la prostitution et du proxénétisme, loin des idées qu'on peut s'en faire et de l'encadrement qu'on a l'impression qu'il existe lorsqu'on étudie cette question d'un point de vue purement juridique. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter nom, prénom Je commence. Alors, mon nom c'est Hélène Anglès et je suis coordinatrice sociale aux équipes d'action contre le proxénétisme du coup depuis 2020. Voilà. Moi c'est Alicia Inbo, je suis au pôle juridique et je suis aux équipes d'action depuis 2020, octobre 2020. Ok, et alors vous êtes en action depuis 2020, mais est-ce que ça veut dire que l'association a été créée en 2020 ou est-ce que ça fait longtemps que vous existez? Non, c'est une vieille association, elle a été fondée en 1956, si je ne dis D'accord. pas de bêtises, et elle a été reconnue d'utilité publique en 1970, donc ça fait Ok, très génial. longtemps qu'elle existe. Ouais. Ok, bon, très bien. Et on était l'une des premières associations à se constituer partie civile dans les procès. Très bien, alors première question que j'aurais à vous poser, c'est vous êtes jeune, vous avez quel âge? 23. 24. 24 ans, 23 ans. Qu'est-ce qui, vous a convaincu, décidé à agir contre le proxénétisme? Est-ce que c'est lié à des gens autour de vous, à une expérience personnelle? Et qu'est-ce qui fait qu'à votre âge, vous êtes intéressé à une question qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas suffisamment répandue en fait? C'est exactement le fait que la question ne soit pas répandue. Ouais. Moi je suis encore étudiante. Ouais. Il y a les fameux stages à faire pour fournir les CV mais qui ne sont pas obligatoires. Je ne voyais pas du tout faire un stage en cabinet. Je voulais vraiment le faire en association. Et j'ai cherché des assos qui accompagnaient notamment les femmes, que ce soit dans n'importe quel type de violence. Et je suis tombée sur les équipes d'action et je me suis rendu compte qu'en fait, la question du proxénétisme et de la prostitution, elle n'est pas du tout traitée. On parle très souvent de viol, d'agression sexuelle, mais qu'en est-il en fait des femmes qui sont victimes de proxénètes et des réseaux? Et je me suis dit, go me lancer dans l'aventure. Et je ne regrette pas, parce qu'en fait on apprend tous les jours et on se connecte à une partie du monde qui est totalement oubliée. C'est un peu les invisibles d'une société. Pourtant tout le monde sait qu'ils sont là. Ouais, d'accord. Toi aussi, Hélène? Moi c'était un peu un concours de circonstances en fait. Je cherchais un travail et c'était en pleine pandémie et j'avais envie de faire quelque chose d'utile. Je suis tombée sur cette annonce et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Je me suis après renseignée sur l'association, les actions. Et en fait comme je travaillais au pôle social, j'avais pas forcément besoin d'avoir une opinion en fait sur le proxénétisme. C'était vraiment venir en aide à des femmes essentiellement en difficulté et en grande précarité et ça m'a beaucoup touchée et donc je me suis lancée. Donc Et en fait, extraordinaire, c'est un peu le métier, fruit du hasard et au final, c'est ça. vous avez été véritablement touché par ce que vous avez défendu Bien sûr. et vous êtes encore investi du coup depuis plus d'un an aujourd'hui. Et c'est ce qu'on retrouve sur la grande majorité des stagiaires qui rentrent ici en stage, c'est déjà un stage en association. Ouais. Quand ils choisissent notre asso, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les équipes, il y a quand même un noyau dur au sein de l'équipe. Parce qu'on est tous là en fait pour la même cause, ça veut dire que notre travail personnel ou le placement personnel n'existe pas. On vient juste simplement tous les jours porter la voix des victimes. C'est ça. Justement, ça va être l'occasion peut-être de donner vos contacts, puisque du coup vous êtes aussi parfois en demande de stagiaires, je suppose. Ouais, c'est vrai. Au pôle social, En plus, ils sont sympas, donc voilà, ça peut être une ambiance conviviale et en même temps contribuer à un combat qui est... Parce que c'est une majorité, l'association est quand même très jeune. Enfin, c'est une vieille association, mais l'équipe est jeune. Ouais. Et c'est Je ça l'ai qui constaté. fait plaisir. Ouais, c'est vrai. On se rend compte que la jeunesse, on est là. Ouais, c'est vrai. Mais on va y revenir juste après. Mais du coup, vos contacts, c'est sur Instagram. On peut vous contacter. C'est ça. EACP-8 asso. EACP-8 asso. Et puis sûrement par mail, je suppose. Ouais. C'est quoi d'ailleurs le contact privilégié avec vous eacp.asso@gmail.com. Ok, génial. Et puis, donc abonnez-vous évidemment à leur compte Instagram. C'est important. Et
C'est éventuellement au mien, pourquoi pas. En plus, bonus. Et donc, c'était intéressant ce que vous disiez parce que justement, on se rend compte que vous, le visage finalement de cette association, il est très jeune. Et aujourd'hui, on a l'impression que, en tout cas, de ce que j'ai l'impression d'observer, le visage de la prostitution a changé et la prostitution a changé. Alors du coup, ma première question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il existe une prostitution ou des prostitutions et comment est-ce que vous les définiriez ? Alors non, il n'existe pas un seul type de prostitution. Moi, au pôle social, je suis confrontée peut-être à la prostitution traditionnelle, entre guillemets, et encore que je travaille essentiellement avec des femmes qui ont été victimes de traite humaine et de réseaux de proxénétisme étrangers et qui ont été forcées à la prostitution. En général, il y a aussi un aspect un peu vaudou et mystique qui permet aux proxénètes de garder une emprise sur ces femmes. Au pôle social, on travaille essentiellement avec ces personnes-là, mais on a aussi des contacts plus anciens avec des jeunes femmes françaises qui ont été victimes de réseaux de proxénétisme et dans lesquelles on est intervenu au niveau de procès en fait. Et ça, peut-être que tu peux enchaîner là-dessus, Alicia. Oui, du coup, il y a la prostitution dite traditionnelle, comme elle a expliqué. Donc, alors c'est quoi la prostitution traditionnelle pour ceux qui découvrent le sujet peut-être ? De manière très spontanée, c'est dans la rue, dans le bois, une camionnette. Il faut savoir que ça a beaucoup régressé, notamment avec la crise sanitaire. Et maintenant, on retrouve beaucoup plus de prostitution via les réseaux sociaux, via les sites internet. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une majorité qui se passe sur internet. Donc ça change aussi la vision de la prostitution, la manière de gérer les réseaux, ce business qui est un business pour les réseaux. Et au niveau des réseaux, il y a les réseaux étrangers qui ont tous leur manière de fonctionner et de s'organiser. On a aussi des plus petits réseaux qui sont de plus en plus jeunes. Donc la prostitution n'a pas un seul visage. Très souvent, on voit une personne qui gère de manière un peu plus âgée, une jeune fille. Maintenant, que ça soit proxénète ou prostituée, sont très jeunes aussi. Donc les réseaux sociaux et Internet sont vraiment une face nouvelle. C'est ça peut-être pour que les gens vraiment se figurent les différents visages de la prostitution qu'on a décrit, c'est que finalement quand vous parlez de prostitution dite sur un modèle classique, c'était en fait l'homme ou la femme qui allait dans la rue faire éventuellement ce qui a été interdit depuis, mais du racolage, c'est-à-dire en fait finalement la personne reste sur un trottoir ou sur la voie publique et puis va démarcher une éventuelle clientèle. Et puis finalement, vous avez vu ce modèle évoluer avec finalement une prostitution plus dématérialisée. C'est-à-dire qu'on peut prendre contact directement sans sortir de chez soi avec des prostituées par le biais des réseaux sociaux classiques, qu'on utilise tous les jours, aussi par le biais de sites spécialisés. Et puis du coup, ça vient créer finalement un nouveau système d'organisation où on a des gens qui sont parfois très très jeunes, parfois qui sont encore mineurs, qui par sollicitation sur les réseaux sociaux, de personnes qui acceptent de se prostituer et de potentiels clients qui vont organiser en fait des rendez-vous dans des endroits qu'ils sécurisent avec des grands guillemets. Et parfois donc on tombe sur des proxénètes qui ont à peine 18 ans et en fait c'est peut-être même le nouveau visage du proxénétisme aujourd'hui. Il y a un accès en fait au proxénétisme et à la prostitution qui, avec les réseaux, a facilité l'accès, que ce soit pour le proxénète ou la personne qui va se prostituer. Et aussi, il faut savoir qu'entre les jeunes, très souvent, ils ne s'identifient même pas comme proxénète ou comme prostituée. Donc vraiment, il y a aussi cette déconnexion corps qui est présente et qui fonctionne aussi avec les réseaux sociaux. Il y a une sexualité qui disparaît. Il y a aussi des fois les addictions qui rentrent en jeu. Donc il y a vraiment une déconstruction en fait, chez les jeunes de ce terme de proxénétisme et de prostitution. Très souvent, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu disais, à savoir que par le biais des réseaux sociaux notamment, il y a une forme de déconstruction finalement de la conception qu'on peut se faire du sexe et des relations sexuelles, de la vie amoureuse, etc. Et est-ce que justement les réseaux sociaux parlent aussi cette construction d'une image de la réussite qui est justement très matérialiste avec des niveaux de vie qui sont très extrêmes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi
au-delà du visage de la prostitution, c'est aussi les motivations pour certains et certaines qui ont évolué. C'est-à-dire que certains vont vouloir en fait avoir recours à ce type de job, entre guillemets, pour se faire ce qu'ils appellent comme de l'argent facile, vite et en quantité, d'une manière qu'ils ne pourraient pas, avec des sommes en tout cas qu'ils ne pourraient pas générer avec un travail dit classique étudiant par exemple. Moi je pense qu'il faut peut-être raisonner à l'inverse sur cette problématique, dans le sens où les motifs, en soi c'est cet accès à la richesse et à certains biens qui pour certaines personnes vont les pousser à arriver à se prostituer. Mais la question c'est pourquoi j'en arrive à me prostituer? C'est parce qu'en fait on a déjà déconstruit et banalisé le fait de vendre son corps, d'avoir un accès au corps. Et très souvent quand on a des jeunes femmes ou hommes qui arrivent à ce process-là, c'est qu'il y a déjà en eux quelque chose qui a été brisé. Très souvent c'est des gens qui ont subi des abus, des violences. Donc je ne pense pas que ça soit vraiment l'appât du gain qui leur fasse tomber dedans, qui tombent dedans dans cette situation de prostitution ou de proxénétisme, en tout cas pour celles qui se prostituent, les victimes, mais c'est plutôt leur construction personnelle. Et je pense que les réseaux sociaux en fait ne viennent juste qu'appuyer des cicatrices et des blessures qui étaient déjà présentes, où il n'y a pas eu peut-être un accompagnement suffisant et une prise en charge à ce moment-là. D'accord. Ouais. Non, puis l'idée de la facilité, disons que c'est facile parce que c'est accessible, mais après, effectivement, les retombées psychologiques à long terme, je pense qu'elles sont conséquentes. Mais les réseaux sociaux, c'est vraiment un visage de la prostitution et c'est peut-être plus les jeunes. Mais nous, honnêtement, moi je travaille avec des femmes qui passent pas du tout par les réseaux sociaux et qui vont se prostituer dans la rue, à Château-Rouge, dans des caves. Enfin, c'est vraiment. C'est terrible, c'est sordide comme condition de prostitution. C'est très violent. Et il n'y a pas, c'est vraiment de la survie quoi, c'est pas du tout un appât du gain, c'est parce qu'elles ont des dettes, 30 000, 35 000 euros, 50 000 euros, elles font pas ça parce que c'est de l'argent facile, en plus elles sont vraiment, elles demandent vraiment très très peu par passe. Et puis il faut savoir qu'au final la plupart des victimes qu'au pôle juridique on représente ou qu'on suit dans les procès, très souvent, ils ne touchent pas à ce qui a été promis. Oui. En fait, je disais ça parce que j'ai été surveillant à l'époque dans un lycée et j'ai cru comprendre très récemment donc à l'époque, quand j'étais à l'internat, donc on parlait un petit peu avec tous les étudiants. Et puis, un soir, il y en avait l'une d'elles qui avait un petit peu craqué et qui avait en fait des problèmes financiers. Et qui, en fait, elle n'avait pas de problème financier en fait. C'est-à-dire qu'elle considérait que le niveau de vie qu'elle menait, qui était un niveau de vie classique, de lycéen ou d'étudiant, qu'on a tous vécu, n'était pas celui qu'elle rêvait, qu'elle estimait être un niveau de vie de quelqu'un qui a réussi et qui vit bien, parce qu'elle vivait vraiment, elle était absorbée par les réseaux sociaux. Alors moi j'avais un delta, j'avais 10-12 ans d'écart avec la personne, donc c'est vrai que les réseaux sociaux dans ma vie sont arrivés beaucoup plus tard et je m'étais construit. Et aujourd'hui il y a des gens qui se construisent par le biais des réseaux et qui prennent des gens des réseaux sociaux comme étant des modèles. Et j'ai cru comprendre en fait récemment qu'elle s'était en fait prostituée. Et la première chose que j'ai vue, c'était les signes extérieurs de richesse qu'elle arborait. C'est-à-dire qu'une sorte de fierté de dire voilà, j'ai de l'argent avec des chaussures qui coûtent très cher, des vêtements qui coûtent très cher, dans des voitures qui coûtent très cher et dans des lieux qui coûtent très cher. Et ça m'a un petit peu fait réfléchir parce que je me suis dit, en fait, elle ne se rendait pas compte qu'elle n'était pas dans le besoin, elle pensait l'être par rapport à la conception de la vie qu'elle s'est faite et qu'elle a construit à partir des réseaux sociaux. C'est pour ça que je soulevais ce point alors. Mais c'est rigolo parce que finalement, et là c'est peut-être l'occasion d'aborder la deuxième question, qui est un peu le prolongement de la première, mais c'est qu'au final, il y a vraiment une vision très large, presque indéfinie en fait, en réalité, de ce qu'est la prostitution. Parce que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de victimes. Il y a des gens qui vont vous opposer à un argument, qu'il y en a qui consentent et qui s'organisent et qui, en fait, ne feraient pas du tout un autre métier si elles en avaient l'occasion. Et donc ça, c'est une réalité. Mais aussi, vous avez parlé de prise en charge. Donc vous parliez de prise en charge a priori, finalement. C'est-à-dire pour éviter le déclencheur qui va faire que la personne va se tourner vers la prostitution. Et vous, votre travail, finalement, c'est d'agir après. C'est ça. On vient après. Alors, est-ce que justement on pourrait aborder cette question-là pour déjà essayer de comprendre quels sont les dispositifs
institutionnels, législatifs, réglementaires qui sont déjà en place pour accompagner les personnes qui voudraient sortir de la prostitution? Et aussi, quel est votre rôle à vous, avant d'essayer d'aborder la question de savoir si vous estimez qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'appui pour la sortie de la prostitution est assuré par les moyens institutionnels ou par, finalement, les acteurs de terrain comme vous pouvez l'être. Du coup, au niveau de notre action a posteriori, on a le pôle juridique et le pôle social en fait agissent a posteriori, mais c'est des rôles complètement différents. Nous, pôle social, on fait de l'accueil de victimes, donc en fait, il y en a beaucoup qui viennent orientés par la police, parfois par la BRP quand il y a eu des descentes et des lieux de passe qui ont été démantelés, par des hôpitaux parfois parce qu'il y en a qui sont dans des situations de santé compliquées. Ou bien c'est du bouche à oreille. Et en fait, on a un premier accueil, un premier contact, et on établit leurs besoins urgents. Et en général, la première chose à faire pour les distancier, enfin pour les aider à se distancier des réseaux et de la prostitution, c'est leur trouver un logement et un hébergement d'urgence. Donc ça, on passe par une plateforme nationale qui s'appelle CIAO, qui travaille avec le 115. Et c'est la partie la plus délicate parce que en fait, tant qu'elles ne sont pas mises à l'abri, on ne peut pas nous assurer leur sécurité, c'est toujours très frustrant, on n'a pas de logement, on ne peut pas les mettre à l'abri. On l'a fait quelquefois, on a pu payer des chambres d'hôtel et voilà, faire vraiment du ponctuel. Mais c'est très court terme. C'est très court terme. Ouais. Et c'est hyper dur de savoir que on passe une heure avec cette personne et qu'ensuite, là, pendant potentiellement une semaine, 2 semaines, voire parfois quelques mois, en fait, on n'a rien à lui proposer autre qu'un accueil du jour. La nuit, on sait qu'elle va dormir à la rue et on peut pas l'aider. Et donc ça, c'est la première étape. Une fois que la personne est mise à l'abri, on travaille en amont, on travaille avec les CPAM, donc les caisses primaires d'assurance maladie, pour qu'elles aient accès à des médecins, parce qu'elles ont besoin d'un suivi gynécologique. Beaucoup, un suivi psychiatrique, beaucoup sont demandeuses d'un suivi psychiatrique. Et puis d'un suivi de santé de manière générale. Et ensuite, après, donc une fois qu'elles ont leur logement, on met en place les cours de français, les suivis psychiatriques vraiment suivis, parce qu'on sait qu'elles vont pouvoir se rendre au rendez-vous parce qu'elles ont un endroit où dormir le soir, donc elles vont rester en région parisienne. Dès qu'il y a une forme de stabilité, là on peut vraiment mettre en place le suivi social, donc il va passer par des cours de français, la reprise de confiance en soi, participation des activités. Voilà, on essaie d'organiser des visites pour l'été. Et voilà, et à terme, le but c'est la réinsertion sociale, donc avec la pierre angulaire, c'est la régularisation parce que beaucoup sont étrangères, donc ça c'est le point le plus difficile. Et ensuite le travail. Donc voilà, et sachant qu'il y en a qui sont vraiment, elles sont fracassées quoi, donc il y en a qui veulent un travail, et en fait moi je me demande toujours, mais je sais pas comment cette personne va réussir à travailler actuellement, parce qu'il faut qu'elle se répare avant, elles sont trop abîmées pour... Justement, quand tu dis fracassé, abîmé, tu veux dire... Est-ce que par exemple tu pourrais nous dire, parce qu'en fait... C'est du stress post-traumatique, je parle de ça, stress post-traumatique, parce que quand c'est des femmes migrantes, même pas que, elles ont été sujettes à tellement de violences, elles ont vu tellement de morts, et puis elles ont dû tellement de fois ne pas s'écouter, se brimer, elles ont été violées, elles ont été agressées. Elles font de la dépression, elles faut se rendre compte qu'à chaque passe, c'est un viol. Donc quand elles sont à 10 passes par jour, et c'est des femmes qui, comme tu expliquais... C'est comme ça qu'elles vous le décrivent, c'est-à-dire qu'elles considèrent que chaque passe qu'elles ont faite, elles ont été violées? Elles ne me parlent pas de viol parce que c'est un peu l'idée de j'ai pas le choix, donc d'une certaine manière, elles estiment qu'elles ont une forme de consentement, mais le consentement est hyper biaisé parce qu'à côté elles ont une dette. Même quand elles sortent du réseau, en fait, après elles doivent quand même continuer à payer un loyer. Si elles ne sont pas régularisées, elles ont droit à aucune aide. Donc, voilà. En fait, quand elles arrivent à l'association, ces femmes étrangères, elles en sont au point, elles me disent quasiment toutes, en fait, si je m'arrête pas là, je meurs en fait. Donc si je viens ici, c'est pour pas mourir. C'est juste, elles attendent vraiment d'arriver à ce point de, si je continue, je meurs, donc je choisis la vie. Elles font pas tout ce choix en fait, je pense. En fait, c'est ça qui est intéressant dans cette discussion, c'est que on ne peut pas aborder ce sujet. En fait, il faudrait aborder ce sujet autant de fois qu'il existe de visages de la prostitution, justement. Parce que là, juste avant, par exemple, qu'on parle de cette situation-là, on était sur une personne qui, en fait, vit
dans ce que la personne dont toi tu parles estimerait comme étant un confort. Et c'est vrai que c'est important aussi de parler de ce que tu dis parce que en fait on s'est rendu compte d'une problématique qui était importante à notre sens, c'est que certes en France il y a une forme de restriction de la prostitution et encore en fait puisque le client est pénalisé, le racolage est interdit, les maisons closes sont interdites, en fait tout ça existe beaucoup et surtout ça existe dans quasiment tous les pays transfrontaliers. Et donc on a eu l'occasion de parler du fait que c'était l'Allemagne, non les Pays-Bas qui revenaient sur leur législation. L'Allemagne aussi, quelques endroits de l'Allemagne, on est en train de reculer et on veut fermer en fait les maisons closes. Parce que justement tu me disais qu'en fait on avait tenté l'expérience de l'encadrement en pensant que ça allait nous permettre d'assurer plus de sécurité, de pérennité. De contrôle justement sur les réseaux. Et en fait on se rend compte que c'est pas en réglementant que la tête du proxénète saute. Et que du coup même la traite disparaît parce que finalement... ça est toujours là. Ça veut dire qu'une grande majorité des femmes en maison close sont issues de traite et subissent la traite. Alors est-ce qu'on peut, pour que les gens comprennent bien en fait, quand on parle de traite, alors on le qualifie comme ça, parce qu'en fait il faut comprendre le processus qui conduit des femmes qui viennent de pays étrangers à se prostituer en France. C'est un processus qui exclut totalement l'adhésion et le consentement de la femme, en tout cas dans la plupart des cas, si ce n'est tous les cas. C'est-à-dire qu'en fait, vous me dites si je me trompe, mais c'est des femmes à qui on promet un avenir plus périn en France qu'ailleurs, mais la condition c'est qu'il faut venir en France et que pour venir en France, il faut passer par un passeur, en tout cas un réseau, et qu'à partir de là, on a une dette à rembourser, et que pour rembourser cette dette, il va falloir finalement se prostituer. Alors, on me dit arriver en France. Très souvent, on leur dit tu vas travailler, tu vas être coiffeuse, garder des enfants. Donc elles le découvrent une fois ici. C'est vraiment quand elles arrivent en Europe qu'on leur dit pas en fait non, tu vas te prostituer, tu nous dois en général. Moi c'est ce que je constate avec les femmes avec lesquelles je travaille, qu'effectivement elles le découvrent une fois en France. Après, les rapports de la CNDA et de l'OFPRA vont un peu à l'encontre de ça. Donc je sais pas, du coup nous, notre expérience de terrain, c'est on le découvre une fois. Non, mais au-delà des rapports, c'est une expérience de terrain et elle correspond aussi à une réalité qui est à prendre en compte. Et c'est ça qui est... C'est hyper en décalage avec ce que moi j'ai pu lire dans les rapports de l'OFPRA et de la CNDA et je comprends pas trop ce décalage du coup. Après, c'est peut-être dû au fait que c'est peut-être plus institutionnel et que ça met un temps et que du coup, toi, tu mesures une réalité... sur le terrain. Voilà, il y a un moment donné qui est en fait la seconde là qui est en train de passer. Alors qu'eux se basent peut-être sur des constats beaucoup plus anciens. Mais c'est aussi intéressant parce que finalement, ça pointe du doigt aussi toute la précarité finalement d'une partie non négligeable, si ce n'est substantielle en fait, de la prostitution. Puisque, comme tu disais tout à l'heure, c'est des personnes qui n'ont même pas aucune indépendance, aucune liberté, puisqu'elles n'ont pas leur propre logement. Elles subsistent que par ce qu'on leur donne. Et finalement, elles dépendent totalement. Donc, même et là, du coup, on rejoint l'idée de viol, c'est-à-dire que finalement, elles y recourent parce qu'on leur dit la seule façon de t'en sortir, c'est que tu rembourses ta dette. Pour rembourser ta dette, il faut que tu te prostitues et que tu nous donnes tout l'argent, parce que sinon on ne te rend même pas tes papiers, tout ce qui a fait que tu es en situation entre guillemets régulière ici. Il faut vraiment se rendre compte qu'en plus, quand ils sont dans le réseau, ils sont vraiment enfermés dans le réseau. C'est-à-dire que c'est des femmes qui arrivent ici, qui ne connaissent personne, et elles restent du coup dans le réseau. Les seules personnes avec qui elles sont en contact, c'est soit les proxénètes, les gens qui travaillent pour proxénètes ou des jeunes femmes, des jeunes qui se prostituent avec elles. Donc il y a vraiment en plus un isolement qui est fait. Ils sont vraiment enfermés dans un réseau. Et Hélène on en parlait la dernière fois, me disait qu'en plus quand elles arrivent ici, la plupart ont déjà remboursé une grande partie de la dette. D'accord. Et c'est des sommes quand même, on est là... c'est 35 000 € pour... parfois, elles prennent l'avion et on leur dit tu dois me rembourser 50 000 € pour le vol. Moi, je pense particulièrement à la prostitution nigérienne, mais pour un vol, je sais pas, Nigeria à la France. On va regarder les prix, en fait. Je lui dois rien. Mais il y a en fait, la prostitution nigérienne, c'est vraiment... On travaille beaucoup avec des femmes nigériennes. C'est particulier parce que on a, je pense, un peu cette idée que le proxénète, il est là, il attend dans une maison, que les filles elles reviennent avec de l'argent et tout. Et en fait, parfois, le proxénète, il est au Nigeria, il n'est pas du tout en France. Mais
l'emprise se fait par la cérémonie de Juju, donc c'est du vaudou. Et elles doivent prêter serment en fait au Nigeria. Elles doivent jurer qu'elles ne vont pas dénoncer leur proxénète, sinon elles meurent, sinon elles deviennent folles. Voilà. Et comme elles y croient, elles sont vraiment... Elles y croient très très fort, elles sont vraiment sous cette emprise-là. Et du coup, quand elles viennent ici, c'est en fait tant pis, bon, là si le Juju me tue, j'en peux plus. Parce qu'elles arrivent à prendre nos limites, mais c'est vrai que par contre, dans les différentes formes, je sais pas si le mot est adapté, de prostitution, quand il y a un proxénète, on retrouve l'idée d'emprise. Que ça soit l'emprise culturelle ou religieuse, mais il y a une emprise. Complètement. Que ça soit et du coup, derrière, plus rien n'est consenti. Non. Et après, ils les contrôlent en fait avec des réseaux, avec des messages de menaces. On leur dit si tu ne me rembourses pas, je vais diffuser ta photo sur les réseaux sociaux. J'ai des hommes qui travaillent pour moi, des cutistes, ils appellent ça des cutistes, donc des gens qui coupent des gorges en fait, des égorgeurs, et qui vont te trouver et qui vont te tuer. Et donc en fait, l'emprise elle fonctionne comme ça. Et comme elles restent beaucoup entre elles, en fait elles se connaissent, les numéros finissent toujours par revenir, même si elles changent de carte SIM, les numéros finissent toujours par revenir. Proxénète. Donc en fait vraiment la distanciation elle passe aussi du coup par une distanciation des amis d'origine et des amis du pays. Et après elles vont se retrouver au sein de notre association ou dans les centres d'hébergement d'urgence où là elles vont se refaire un cercle. Ça on retrouve aussi chez les jeunes, les femmes françaises quoi. Parce que l'emprise, les menaces, faut vraiment comprendre que dans un réseau il y a beaucoup de violence et de menaces. C'est pas comme on imagine, où je fais ma journée, je rentre, je donne l'argent, et puis non, c'est très violent. Il y a une emprise quotidienne, il y a aussi des addictions qui naissent de ces pratiques, parce que pour assurer 10 passes, et assurer ces 10 passes, on se drogue, on boit. Donc il y a vraiment un contexte qui n'est pas neutre, qui est imprégné de violence. Et comme expliqué, le travail se fait sur des années, des longues années de trauma à travailler avec un psychologue, avec un psychiatre, et qui n'empêche pas les rechutes. C'est ça qui est compliqué, c'est que des fois tout va bien, puis un jour elle se sent plus bien, et puis hôpital psychiatrique, tentative de suicide. Donc je pense que la prévention est très importante, que ça soit dans tous les milieux, lycée, collège, université, la population, le grand public. Il faut vraiment se rendre compte de l'impact que ça a, notamment avec les stages avec Jules. Quand on intervient auprès des clients, c'est vraiment de se rendre compte de qu'est-ce qui se trouve derrière une prostituée. Parce que très souvent, on me répond « Ouais, mais elle sourit ». Mais c'est du commerce. Donc si elle sourit, tu viens pas. Si tu viens pas, elle n'a pas d'argent. Mais c'est ce qui est difficile, je trouve, dans votre action et dans ce débat de manière générale, c'est que il y a tellement justement de profils différents qu'il va y avoir des personnes qui vont se définir comme étant par exemple travailleurs du sexe ou autres, qui vont un petit peu vous en vouloir, ou en tout cas ne pas forcément vouloir défendre votre volonté de lutter contre le proxénétisme, parce que eux ils considèrent exercer ça de manière totalement volontaire, et que du coup il faut l'encadrer, et ils vont penser finalement à leur situation à eux en oubliant complètement toutes ces questions de traite dont on vient de parler. Et finalement c'est un sujet tellement polysémique en fait, que c'est aussi la source de la difficulté du débat et de l'action. Alors comme tu le disais, il faut prévenir, il faut agir, et donc ça vous le faites. Et donc j'ai un peu une double question, c'est d'abord avec qui vous arrivez à travailler. Je parle sur le plan institutionnel, on a parlé des services de police qui vous aident et avec qui vous travaillez vraiment main dans la main. Et puis en même temps, est-ce que vous avez, de votre expérience, constaté des moments où ça peut bloquer, ou alors est-ce qu'on pourrait faire mieux? Qu'est-ce qu'en fait vous suggéreriez au législateur si vous étiez assis face à lui? C'est pas moi, hein, mais si jamais. Voilà, si vous aviez en tout cas une idée pour pointer du doigt un petit peu une espèce d'écart entre la théorie et la pratique. Voilà. Donc d'abord, avec qui est-ce que vous êtes en collaboration et comment ça fonctionne bien, et avec qui est-ce que ça fonctionne moins bien, en tout cas, ça pourrait fonctionner mieux. Déjà, au juridique, c'est les tribunaux, et plus particulièrement les procureurs et les substituts du procureur, qui vont être référents souvent du proxénétisme. Donc très souvent, en fait, on leur envoie spontanément un mail, on essaye de se présenter en expliquant les missions de l'association, et en fait, ils nous envoient des avis à audience à victime. Donc ça nous permet en fait de nous constituer partie civile,
et d'être présent. Génial, ok. Donc ça, franchement, c'est un travail qui se fait du coup au contact, et ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de nous. Si elle est un peu plus sensible à la cause, très souvent, c'est tout de suite, ah oui, on y va, j'ai le problème. On en a rencontré il n'y a pas longtemps où justement, on lui a envoyé un mail, elle a décidé de venir dans les locaux pour nous rencontrer, travailler ensemble. Donc ça nous permet vraiment d'être présents et du coup aussi de montrer qu'on peut accompagner. Il faut savoir que quand on arrive au stade du procès, les victimes n'ont pas forcément un travail personnel qui a été effectué. Donc il faut déjà se reconnaître en tant que victime. Donc ça arrive à un autre stade. Au social, vous êtes quand même pas mal avec la brigade du proxénétisme. Ouais, brigade de répression du proxénétisme, la BRP. Okay. Parce qu'en fait, une des clés pour obtenir l'asile, c'est de prouver la distanciation avec le réseau. Et en général, porter plainte est quasiment obligatoire. Et à la BRP, ils ont une grande sensibilité. Ils abordent vraiment ces personnes-là avec beaucoup de tact. Donc c'est l'endroit où on préfère aller pour les aider à porter plainte. On travaille beaucoup avec les centres d'hébergement d'urgence qui accueillent les victimes, donc les travailleurs sociaux là-bas. Et donc on fait moi je travaille beaucoup en collaboration avec eux pour faire des attestations, pour organiser des activités, faire du suivi des personnes. Quand il y a une difficulté, qu'on puisse en discuter et décider ensemble de comment la traiter. Ensuite on travaille essentiellement, et puis d'autres associations. Là on s'est mis en contact avec par exemple Agir pour la santé des femmes, donc on essaie de mettre en place des partenariats pour des suivis médicaux, psychothérapeutiques, etc. Donc vous avez finalement des collaborateurs entre guillemets, vraiment le monde juridique, associatif, avec des gens qui sont très diligents finalement et qui vous aident quand même à... On peut remarquer que les travailleurs sociaux sont extraordinaires. C'est super, mais nos collaborateurs, c'est quand même des gens qui de base sont sensibles à la cause. Et oui. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à travailler, à avoir des résultats et continuer l'activité parce qu'on a des collaborateurs qui sont sensibles déjà à la cause. On ne vient pas créer une sensibilité, ils sont au courant, donc on arrive à produire des choses ensemble et c'est super. Mais c'est vrai que par contre, dès qu'on sort de ce milieu-là, c'est tout de suite plus compliqué. Et c'est pour ça que je pense que la formation est super importante parce qu'on a eu beaucoup d'appels de professionnels, donc c'est même pas de gens lambda. Donc on a des psychologues, des éducateurs, des assistantes sociales qui nous appellent pour demander à être formés dans la prise en charge de victimes de prostitution et de proxénétisme, que ce soit mineur ou majeur. Il y a une réelle question à se poser. Ça veut dire qu'ils ne sont pas formés. Et en plus, du coup, ils sont demandeurs. Et on le retrouve, du coup, que ça soit dans les commissariats. Enfin, des fois, nos avocats nous pointent le fait que l'audition s'est très mal passée. Voilà, quand il n'y a pas cette sensibilité, on n'a pas appris non plus à parler du sujet. Parce que la prostitution, ça touche à plein de choses. Le consentement, la sexualité. C'est un sujet tabou, en fait. C'est un sujet tabou. Donc, du coup, on a tous nos préjugés. C'est ça, on a tous nos préjugés dessus. Et quand on vient travailler, nos préjugés sont quand même là. Donc je pense qu'il faudrait quand même former certains corps professionnels qui peuvent être en contact avec ce type de population, de public, pour pouvoir les accueillir correctement. Parce que demain, une victime, si elle se prend un bâche, elle ne reviendra pas. C'est dur de tendre la main dans cette situation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la formation qui est clé. Et parler, surtout, il faut en parler. Aujourd'hui, dès qu'on parle de proxénétisme et prostitution, pour certains publics, c'est très vite. Non, pas tout de suite. Enfin non, on n'est pas à ce stade-là. C'est plutôt du michetonnage ou du pigeonnage. Oui, c'est de la prostitution. Donc du coup, je pense que la formation est un point d'ancrage pour commencer quelque chose. Et dès le plus jeune âge, en fait, ça veut dire que finalement, ça serait pour vous intéressant, par exemple, que, admettons, dans le cadre de cours d'éducation civique à l'école, etc., on puisse déjà être sensibilisé à ce genre de comportement. Les équipes d'action de la mairie de Paris pour faire des interventions dans les lycées. Ok, mais vous en faites ça a été arrêté avec le Covid, là on reprend la rentrée. Mais par exemple, voilà, quand le pôle com communique avec les lycées et les collèges, les réponses c'est « Ah, on n'a pas ça chez nous ». Mais en dehors de « vous n'avez pas ça chez vous », et en plus ils ne savent pas. Déjà, et ça va au-delà de savoir si vous avez des élèves qui sont dans cette situation. Parce que dans ces stages-là, on ne parle pas forcément que de prostitution et de proxénétisme. On parle de consentement, d'hypersexualisation, de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est tous ces thèmes. C'est intéressant parce que finalement la réaction des proviseurs, par exemple, elle vient témoigner du ressenti qu'a une partie de la population sur ce sujet. C'est que
ah, c'est ça, on n'a pas de ça chez nous. Il ne faut surtout pas que les gens pensent que chez nous il y a des gens, parce que sinon ça entache. Voilà. Surtout en fonction alors qu'au lieu d'aider, c'est ça, c'est-à-dire qu'au lieu finalement d'avoir des gens qui cherchent à éventuellement aider des gens qui éventuellement seraient concernés, on préfère se protéger de l'idée qu'il puisse y en avoir dans l'établissement finalement. Exactement. Et puis c'est comme ça en fait dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Alors ça évolue un peu, j'espère. J'espère, mais c'est vrai qu'en plus il y a cette idée que le proxénétisme et la prostitution touchent certains secteurs sociaux. C'est pas vrai, ça touche toutes les couches de la population. Il faut vraiment que les gens s'en rendent compte. Il y en a partout. Enfin, je veux dire, ça touche vraiment toutes les couches. Il faut arrêter de... Malheureusement, c'est partout. Et je pense que du coup, la prévention doit être partout. Il ne faut pas favoriser quelques secteurs et d'autres se dire pas là-bas, s'il y en a. Parce que on n'a que des victimes, on est en contact et ça existe. Il faut juste ouvrir. Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Ça a été super intéressant et évidemment pour le côté un petit peu plus très juridique du terme, pour les vidéos que je fais plus comme d'habitude, je vais en faire effectivement une deuxième sur le sujet de la prostitution pour venir un petit peu décrire justement tout l'arsenal législatif qui existe et toute la jurisprudence autour de cette question et puis un petit peu pointer du doigt les incohérences aussi parce que c'est quand même un encadrement juridique qui existe mais qui est tellement contradictoire qu'il en devient presque inexistant en fait. Les mots sont un peu forts mais quand même en fait c'est vrai qu'on n'y comprend rien et quand on n'y comprend rien c'est comme si ça n'existait pas. Il faut poser les mots, pas avoir peur. Oui voilà exactement, il ne faut pas avoir peur je pense de parler de ce sujet là puisque au final tous les jours c'est quand même des gens qui sont victimes d'une traite pour certains, de viol pour d'autres, voire pour les mêmes. Et puis il y a peut-être des personnes qui acceptent effectivement cette situation. Et sous quelles conditions? Est-ce que c'est un choix éclairé? En droit, c'est la question. Et puis il ne faut pas qu'elles oublient qu'il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas le même consentement qu'elles et la même adhésion pour cette activité et qu'il faut aussi penser à eux. Le côté collectif et individu. Exactement. Et surtout qu'en fait aujourd'hui, ces travailleurs du sexe, très souvent en fait quand ils se positionnent dans cette position de se dire nous on est libre, très souvent c'est des personnes qui n'ont pas de proxénète. Oui. Je suis auto-entrepreneur, je suis Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas que ces personnes oublient qu'effectivement leur voix doit être entendue, ils sont libres aussi, mais il ne faut pas que pour que leur voix soit entendue, ils cherchent à réprimer les autres exactement ou à les pénaliser. Très bien, je pense que c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup pour cet échange. N'hésitez pas encore une fois à rejoindre, en tout cas à les contacter et à les aider en termes de moyens humains et financiers aussi. Si vous le pouvez. Si certains regardent la vidéo et qu'ils peuvent se sentir touchés par certaines situations, nous on est là pour vous accompagner, vous écouter. Il n'y a pas de souci. Il y a un numéro d'urgence 24h/24. Tu peux le donner? Donc n'hésitez pas, c'est 01 42 72 35 09. 01 42 72 35 09. Parfait, c'est ce qui nous relie ici. C'est ça, et après c'est rebasculé sur un téléphone portable, donc n'hésitez pas. On accueille tout le monde, hommes et femmes, je précise. Oui, bien sûr. Voilà. Peu importe la nationalité, peu importe la condition. Tout à fait. Exactement. N'importe qui et l'âge aussi, c'est important. Vous isolez pas dans ces situations. Et je garantis que c'est des gens très bienveillants et très